Merci beaucoup. D'abord, merci de vos mots et je voudrais saluer les deux coprésidents, Yves Londechamp qui vient de s'exprimer et Dominique Valk. On a une histoire assez courte, tous les trois au fond, mais c'est une histoire qui a commencé par un article de presse dans lequel il m'avait été reproché de dire un certain nombre de choses sur les conseils de développement et ça a permis au fond, dans un dialogue assez citoyen, de nouer une relation, je crois, plutôt de confiance et d'écoute réciproque qui a permis de s'étoffer au gré des textes de loi et des éléments qui ont ponctué mon activité de ministre et les activités de vos deux coprésidents. Je voudrais vous saluer tous les deux, saluer les élus de cette communauté d'agglomération de Var-Estérel, en regrettant de ne pas pouvoir être parmi vous, non seulement pour vous rencontrer physiquement, et par ailleurs dans cette région qui est magnifique, ce qui est une deuxième chance quand même, et donc je salue le président et les élus de cette communauté d'agglomération, salue l'ensemble des élus, et puis salue évidemment les présidents et présidentes de conseils de développement, les membres des conseils de développement et ceux qui les animent et qui les font vivre. Et je suis heureux de participer à cette 13e édition qui va me permettre, si je crois comprendre, il ne faut pas que je parle trop longtemps parce que l'heure est déjà avancée, il est 12h45. Je vais essayer d'être assez bref sur deux sujets. Un, ce que sont les activités du ministère de la participation citoyenne au-delà des relations avec le Parlement, ce qui me permettra de répondre au président Londechamp, et puis deux ou trois réflexions sur ce que le sujet, le thème qui est le vôtre, c'est celui de temps d'agir ensemble pour les transitions, parce que c'est évidemment un vaste sujet. La première chose, c'est pourquoi un ministère de la participation citoyenne parce qu'il nous semblait, au niveau gouvernemental, avec un certain nombre d'expériences, et reconnaissons que l'essentiel des expériences avait d'abord été conduite au niveau local, mais qu'il y avait besoin au niveau national de structurer quelque chose qui rende plus visible les initiatives de participation citoyenne, celles portées par exemple par les conseils de développement depuis plus de 20 ans, mais en règle générale, sachant qu'un certain nombre de collectivités s'étaient lancées dans cette démocratie participative il y a beaucoup plus d'années que l'État. Avec un autre paradoxe, me semble-t-il, c'est que l'État, par ailleurs, avait, lui, structuré au niveau national, au ministère de la Transition écologique, ou le ministère de l'Écologie, et puis à la Direction interministérielle de la Transformation publique, au CIPC, comme on dit, Centre interministériel de la participation citoyenne, des compétences qui sont reconnues par tous, mais qui, au fond, étaient plus utilisées et mises en œuvre au niveau local qu'au niveau national. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais un de ceux, sans savoir que je serais forcément, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, vous en doutez, titulaire du poste, un de ceux qui pensaient que il fallait pas délier la participation citoyenne de la question parlementaire, pour ne pas que, alors que c'était la première fois que ce périmètre était identifié dans un champ ministériel, pour ne pas que vienne se construire une opposition des uns avec les autres. On en a plusieurs fois parlé avec vos deux présidents. L'idée pour moi était que les deux se nourrissaient, et les deux n'étaient pas, aucun des deux ne pouvait être en concurrence parce que chacun tirait un propre intérêt de cette démarche, et que c'est la réciprocité qui nourrissait le débat démocratique. Troisième chose que je voulais dire sur ce ministère, c'est évidemment le déclic, sans doute, si on est honnête intellectuellement, et gouvernemental, et dans l'opinion publique, et le déclic au moment de la crise des Gilets jaunes, puisque là, il y a eu une espèce d'élan, une forme d'élan, même si on était sous une forme de participation citoyenne qui était plutôt catharsique qu'académique, on va dire, au moment de la crise des Gilets jaunes, mais ça a permis de montrer ce que pouvait être aussi l'élan de citoyens qui avaient des choses à dire à leurs gouvernants, qui avaient des choses à dire à la société, qui avaient des choses à dire à leurs responsables publics du niveau local ou du niveau national. Et c'est de là qu'est née aussi une deuxième initiative originale, en tout cas originale à cette échelle, et assez unique à cette échelle, qui est la Convention citoyenne sur le climat, ce qui me permet de glisser vers la transition écologique ensuite, qui est une initiative que je considère comme une initiative qu'il faut regarder dans ce qu'elle avait de novateur et de particulier dans le moment que nous vivions à l'époque. Alors, si on interroge les conventionnels, les 150 citoyens avec lesquels j'ai gardé des contacts, un certain nombre d'entre eux ont pu faire part, y compris publiquement, et c'est bien leur droit, d'un certain nombre de doutes sur l'aboutissement. Moi, je retiens deux choses. La première, c'est que pour la première fois, on a donné visiblement, alors que ça se faisait dans les territoires, mais au niveau national, on a montré ce qu'était que la parole des citoyens sur un certain nombre de sujets. On a montré qu'ils pouvaient avoir une parole qui était une parole portant de l'expertise. Je me souviens très bien d'un certain nombre, y compris de parlementaires parfois, qui avaient dénigré la démarche en disant on va pas quand même demander à des citoyens qui n'y connaissent rien pour caricaturer. Mais c'était pas loin de cette caricature-là quand même. La liberté de dire ce qu'il faut faire en termes de changement climatique pour lutter contre le changement climatique. Mais donc ça a permis de mettre ça en émergence. Et puis deux, même si évidemment il y a pu y avoir du déceptif, ça a montré que sans ce processus, un certain nombre de sujets n'auraient pas été mis sur la table s'ils n'avaient pas été appréhendés par ce collectif de 150 citoyens dans le cadre de cette Convention citoyenne pour le climat. Je trouve que de ce point de vue-là, cette convention laisse un héritage assez considérable
au-delà du contenu lui-même et du suivi d'ailleurs des actions qui ont été votées par le Parlement et du fait qu'il faudra aller plus loin, je trouve que cet héritage-là, il faut le capitaliser, il ne faut pas le dévaloriser. Et d'ailleurs, quand vous interrogez les citoyens qui y ont participé, pour beaucoup d'entre eux, ils ont trouvé en tout état de cause que l'expérience avait été enrichissante et au gré du temps que finalement il y a un certain nombre de choses qui avaient pu progresser. Je pense que la question de la publicité, la question des transports, la question de l'artificialisation des sols ne serait pas sortie aussi puissamment s'il n'y avait pas eu cette convention citoyenne sur le climat. Et au fond, ça a permis sans doute de gagner beaucoup de temps sur un certain nombre d'initiatives, vous le disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, qui parfois trouvent des limites et trouvent des difficultés à être mises en œuvre sur les territoires pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc c'est cette convention qui laisse un héritage important. À quoi j'essaie de mobiliser l'action qui est assez courte, puisque la participation citoyenne comme périmètre n'est pas assez lointaine pour être prétentieux au point de penser qu'on va changer toutes les choses. La première chose, ça me permettra de répondre à une première question, c'est qu'il nous semble qu'il faut crédibiliser la participation citoyenne. La crédibilité, c'est d'abord la mettre en œuvre de façon professionnelle, si vous me permettez ce terme, et puis de montrer objectivement l'impact de la participation citoyenne, ce qui nécessite, pour renforcer au fond l'action, le lien de confiance dans l'action publique et avec les décideurs publics, ça nécessite, me semble-t-il, qu'on soit clair sur les objectifs des process de participation citoyenne, deux, qu'on soit clair aussi, ce que vous avez évoqué, sur la question de la reddition des comptes. Il faut absolument que, une fois que le process s'est mis en route, qu'il a produit un certain nombre de résultats, que ceux qui sont en charge ensuite de prendre des décisions le fassent de manière transparente, éclairée et argumentée devant les citoyens qui ont pris du temps ou donné du temps, de façon bénévole, ça a été rappelé d'ailleurs, pour exprimer quelque chose ou exprimer des choses plus formalisées. Ça dépend évidemment des process qui sont à l'œuvre, donc je pense que c'est assez important de le faire. Donc crédibiliser, et puis deux, systématiser. De faire en sorte qu'il faut qu'on l'intègre pleinement à la fois dans l'élaboration des politiques publiques, au niveau local ou au niveau national, mais aussi dans l'évaluation des politiques publiques, avec une forme d'action continuelle des citoyens, du citoyen, comme le disait Pierre Mendès France. Depuis le mois de juillet 2020, donc, on a essayé de structurer l'action de l'État en matière de participation citoyenne, d'accompagner les ministères dans la conception et la mise en œuvre, parce que beaucoup veulent faire de la participation citoyenne, mais pour que ça fonctionne, il faut mobiliser des compétences et des connaissances spécifiques, pas besoin de le dire devant votre Assemblée, vous le savez beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, il fallait que cette culture-là se développe. Désignation de référents dans chaque pôle ministériel, ça revient aussi à une des questions que vous avez posées sur cette question-là, pour faire en sorte que dans chaque ministère, il y a quelqu'un qui soit en charge de se saisir de ces questions, de s'y intéresser, de voir comment ça se passe, et puis deux, d'organiser de façon rigoureuse les processus délibératifs ou participatifs. Comme le dit Loïc Blondiot, la participation citoyenne ne s'improvise pas, elle s'organise, et tout ce qui serait improvisation risquerait de mettre à bas tout l'intérêt de ces process-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait une vigilance, et c'est mon rôle particulier sur ces sujets-là. Depuis lors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre par des ministères. Je pense à la consultation numérique sur les discriminations. Je pense à un process qui est encore en cours, qui est la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est à la fois sur le cadre européen, les 26 autres pays européens font la même démarche. Nous avons sans doute le process le plus abouti sous forme de convention, là aussi citoyenne, qui ressort, et c'est mené par le CESE. Et puis aussi, ça permettra au président de la République, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, puisque c'est là qu'elle tombe, et c'est au fond pas nous qui avons décidé de la date, mais c'est là qu'elle tombe, de poser un certain nombre de principes et de demandes qui seront formulées par les citoyens. Là aussi, le process est en cours, donc je n'en dis pas plus, sauf à trahir ce qu'ils sont en train de faire, et donc ils sont réunis, y compris au CESE récemment. Donc voilà deux exemples nationaux, et puis un exemple plus local, et qui permet aussi de faire le lien avec ce que vous venez de dire sur les questions de transition. Une démarche assez innovante. On va suivre au ministère de la participation citoyenne et des relations avec le Parlement, qui est la démarche participative avec les collectivités territoriales dans cette région, un peu plus à l'est, dans les Alpes-Maritimes, pour une mauvaise raison au démarrage, puisque ça vient du moment des inondations dans les trois vallées, dans les Alpes-Maritimes, et ça participe, c'est un processus de participation citoyenne sur la reconstruction des trois vallées. Évidemment, il y a les mesures d'urgence portées par l'État comme il se doit, aidé par les collectivités locales, et l'État qui aide les collectivités locales, mais l'idée qui a été celle à la fois de l'État, mais aussi des ministères concernés, mais aussi qui est une démarche qui est, je crois, soutenue par les élus locaux, c'est de faire un processus de participation inédite des citoyens à la reconstruction et à la résilience des territoires. Et donc, c'est une dynamique territoriale qu'on attend de cela, qui ne soit pas simplement une reconstruction, mais une reconstruction globale, au fond, une reconstruction de la société telle qu'elle a été
profondément chahutés par ces inondations de l'an dernier dans les Alpes-Maritimes. Et donc, le Premier ministre a confié la mission au ministère des Relations avec le Parlement et de la Transition et des collectivités territoriales, la responsabilité de concevoir un dispositif de participation assez inédit. Et je pense que vous regarderez ça sans doute avec un grand intérêt. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la question de l'association de ce que vous êtes et de ce que vous représentez aux différents processus qui peuvent vous concerner. Je concède volontiers que sur en particulier engagement et proximité, mais je crois que nous avions réussi à faire entendre raison. Nous avons pu avancer. C'est vrai que ça participe aussi d'un sujet, c'est que je trouve qu'il y a parfois... J'étais à la communauté d'agglomération du Grand Cognac vendredi ou jeudi, et le président du Conseil de développement s'est exprimé en disant qu'on avait besoin de s'apprivoiser. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a encore un besoin de s'apprivoiser et de comprendre tout l'intérêt des démarches de participation citoyenne et de la place des conseils de développement en particulier dans les intercommunalités, dans les pays ou les structures de ce type-là, parce que dans ces grands ensembles, il y a besoin qu'une voix se fasse entendre parce qu'il y a des questions démocratiques qui se posent en permanence. Et par ailleurs, et j'en viens à ce propos-là, dans les grandes transitions que nous avons devant nous, il y a un sujet évidemment éminent de participation citoyenne. Votre thème, c'est agir ensemble pour les transitions. Agir ensemble, vous avez compris la volonté qui est la mienne et celle du gouvernement, même s'il y a des écueils, même si ça n'est pas facile, et même si parfois ça ne sont pas des processus naturels, en tout cas c'est bien la volonté qui est la nôtre. Je pense qu'on aura avancé sur un certain nombre de sujets et sur un processus d'acculturation collective autour des processus de participation citoyenne. Les grandes transitions, il faut effectivement qu'on y veille, et c'est d'autant plus prégnant de faire œuvre de participation citoyenne beaucoup plus active sur les territoires, au niveau national et sur les territoires. D'abord parce qu'on a des défis qui sont devant nous, sont immenses. C'est des défis extrêmement complexes. C'est des défis qui produisent beaucoup de normes et beaucoup de contraintes. On voit bien, par exemple, quand on aborde simplement le sujet de l'artificialisation ou de la non-artificialisation des terres et des sols, évidemment, ça produit plutôt de la contrainte. Et il ne faut pas simplement que les questions des grandes transitions, pour ne citer que cet exemple-là, soient vécues par nos concitoyens, voire par les élus d'ailleurs, comme une norme qui conviendrait simplement d'appliquer sans qu'il y ait possibilité de regarder par quel process de participation on essaie les uns et les autres d'évoluer. La deuxième chose, c'est que ces grandes transitions, en particulier environnementales, écologiques, elles touchent au fond aux bases mêmes de notre vie en société, parce qu'elles touchent à nos modes de vie, nos modes de transport, nos modes de logement, nos modes de consommation. Au fond, notre modèle, le modèle de la société de consommation qui a été construit depuis 60 ou 70 ans, si ce n'est plus. Et donc, on a vraiment besoin, me semble-t-il, d'accompagner ce changement d'un dialogue avec les citoyens, parce que ils vont être profondément impactés. Et dès lors qu'ils auraient le sentiment simplement qu'ils le subissent, c'est d'ailleurs ce que révèle aussi la crise des Gilets jaunes, évidemment, il y aurait d'une certaine façon des blocages qui s'opéreraient dans la société auprès des citoyens, et nous n'arriverions pas à avancer comme nous souhaiterions. Et nous avons besoin d'avancer sur ces questions de transition, et me semble-t-il, c'est une question importante. Et nous avons donc besoin de retrouver du collectif. Et sur ces sujets-là en particulier, parce qu'évidemment, comme ça touche, je viens de le dire, au quotidien de chacun, c'est un élément évidemment très important. Je donne un deuxième exemple. Nous avons vécu longtemps sur le modèle d'une énergie qui était hyper concentrée quant à ses lieux de production. Soit nucléaire, soit charbon, soit fioul. On assiste depuis des années, mais on commence à voir les difficultés qu'on a devant nous, à la miniaturisation, si vous me permettez ces expressions, des lieux de production d'énergie. Un méthaniseur, une chaudière biomasse, une éolienne évidemment, tout ça c'est quelque chose qui vient alors que nous avions des dizaines, pas plus de quelques dizaines de sites nucléaires, nous avons des centaines de sites sur lesquels se développent des énergies renouvelables. Si nous n'arrivons pas à embarquer, si vous me permettez cette expression, par des processus de démocratie participative qui peuvent être variables, les citoyens, nous nous trouverons cette situation dans laquelle nous sommes dans un certain nombre de territoires, de face à des phénomènes de blocage qui obéreront la capacité que nous avons à produire des énergies renouvelables. Et donc, on a besoin, collectivités locales, conseils de développement, par des processus de démocratie participative qui peuvent être de nature diverse dans ce domaine, de construire ensemble des solutions. Les solutions, moi je suis un élu local par ailleurs et par construction, je pense que les solutions, pour beaucoup d'entre elles, peuvent être construites au niveau local, parce que c'est au niveau local que on peut le mieux faire comprendre ce qu'est un changement de mode de vie, au-delà des grands discours que nous pouvons avoir au travers des textes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, simplement pour pas être trop long, et peut-être s'il y avait 2 ou 3 questions, parce que je crois comprendre que c'était aussi l'objet du dialogue que nous avons. Évidemment, je l'ai dit et je le redis, les conseils de développement ont une place importante et éminente dans ces grandes transitions, parce que vous allez être, d'une certaine façon, à la fois ceux qui viendront aider à la co-construction des politiques publiques locales en dialogue avec l'État,
Et puis ceux qui seront aussi, qui feront avec les élus locaux office, si vous me permettez cette expression, de médiateurs face à des citoyens qui parfois, ou à côté, ou parfois face, faut le dire, qui ne comprennent pas, j'entendais les acronymes que nous prononçons les uns les autres, les PCAET, les PLUI, les PLH, face à des dispositifs que les citoyens n'apprennent pas parce que nous n'arrivons pas à les rendre visibles et compréhensibles. Parce que c'est nous, responsables publics, qui devons nous remettre en cause. Parce que si c'est pas compris, c'est que quelque chose n'est pas compréhensible. Et donc c'est à ça qu'il faut qu'on s'attache. Les transitions qui sont devant nous sont à la fois, par bien des aspects assez effrayantes parce qu'elles sont puissantes, mais par bien des aspects assez enthousiasmantes parce que c'est une façon aussi de renouer sous une autre forme de dialogue avec les citoyens. Et évidemment, ce que vous représentez aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes réunis aujourd'hui sont des acteurs éminents. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu à la fois vous dire cela et je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, effectivement, on va, pour pas trop prendre sur votre temps non plus, prendre 2 questions dans la salle. Donc, elles sont... c'est en bas qu'il faut donner les micros, voilà. Donc, on va d'abord entendre Guy Jandel du Conseil de développement de la métropole du pays de Brest. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Plusieurs conseils de développement ont travaillé récemment sur un manifeste pour une politique contributive et participative de l'eau durable de nos rivières à l'océan. Donc dans ce manifeste qui sera remis cet après-midi donc au chef de cabinet d'un ministre de la mer, Annick Girardin, M. François Lambert, nous évoquons plusieurs propositions sur les conseils de développement, sur l'évolution, notamment la création de parlements locaux de l'eau et de la mer, donc le travail des conseils de développement le long des bassins versants jusqu'à la mer. Donc tout ça, c'est des propositions qui ne peuvent pas être que du ressort du ministère de la mer, bien sûr. Donc ça demandera, je pense, un travail législatif peut-être, enfin des propositions législatives là-dessus, mais pour montrer que les conseils de développement peuvent travailler localement, mais aussi à des échelles qui ne sont pas forcément des échelles de territoire définies habituellement, hein, et pour qu'on renoue finalement sur cette politique de l'eau qu'on a besoin aujourd'hui, et donc les politiques maritimes aussi qu'on a besoin. Voilà. Merci. Alors, oui. Faites bien de m'en parler, Monsieur le Président, parce que c'est un des éléments, mais comme je voulais faire court compte tenu de leur avancée, mais sur lequel je trouve qu'on est... Alors, typiquement, sur ce sujet de l'eau, on est sur un sujet d'abord explosif, on va dire les choses comme elles sont, parce qu'on a des conflictualités d'usage qui sont puissantes. Et moi, je le dis au risque de choquer certains d'entre vous peut-être, mais je trouve qu'on n'a pas trouvé encore les lieux, et la proposition que vous faites, et donc je regarderai, je serai preneur de votre manifeste, on n'a pas trouvé encore les lieux dans lesquels on essaie de régler à la fois la conflictualité, et simplement pas qu'elle s'exprime, la conflictualité. Il faut que la conflictualité ait un intérêt si elle permet de trouver un chemin après pour en sortir. Et je ne considère pas aujourd'hui que les agences de bassin soient le lieu où on arrive à régler, c'est ça qui pourrait choquer, on arrive à régler aujourd'hui le problème de la conflictualité de l'eau. Et donc on a besoin de travailler collectivement avec les agences de bassin, avec les agences de l'eau, enfin avec tous les acteurs de l'eau, et c'est le sens d'ailleurs du Grenelle de l'eau qui est en cours, hein. Il y a un travail qui est en cours là-dessus, parce que on voit bien que la raréfaction ou le caractère erratique de l'alimentation en eau par les cieux, si je peux dire ça ainsi, crée des sources de tension entre les différents utilisateurs de l'eau qui vont être très grandes dans les années à venir. C'est une denrée rare et on l'a oublié pendant des décennies. C'est une denrée dont on a besoin pour beaucoup d'activités. Je pense à l'agriculture, mais évidemment pas qu'à l'agriculture. Je pense à l'industrie et puis je pense simplement à des habitants. J'étais l'autre jour dans la Creuse avec des communes qui se trouvent quand même dans la situation en période estivale, sans irrigation, de ne plus avoir d'eau du tout et d'être alimentés quand même par des citernes. Donc on est quand même un petit peu quelques années en arrière parce qu'on n'a pas réussi encore à trouver dans certains territoires les voies d'un dialogue pour ici interconnecter, là sécuriser la ressource. Et donc on a besoin, et je partage complètement l'idée que, je regarderai votre manifeste avec intérêt, qu'on a besoin de trouver des lieux où s'exprime la conflictualité, mais surtout où puissent se résoudre les problèmes. Parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je trouve que le thème de l'eau c'est une denrée essentielle, pour pas dire... Elle est essentielle à la vie, tout simplement. Donc, elle est pour le coup très exemplaire de ce que pourrait être un process de participation citoyenne et d'association de tous les éléments de la société pour faire en sorte qu'on trouve des solutions qui ne vont pas être simples de toute façon. Alors, il y a une deuxième question de Christophe Bail, justement, de Cognac. Ah, bah, je suis heureux de le retrouver. Je vous renvoie la même chose. Je suis
très heureux que vous fassiez référence justement à la rencontre qu'on a eue au sein du Conseil communautaire de Grand Cognac, ce qui est aussi la preuve du bon travail qu'on peut avoir avec les communautés d'agglomération. Donc ma question, elle va porter sur la question de la donnée. Et à l'heure où on est véritablement, on sait qu'on va être en manque de ressources, on sait qu'on a des choses extraordinaires à faire, on sait qu'on va devoir piloter les territoires d'une manière subtile et précise. J'avais envie de vous interroger sur l'intérêt que pourrait avoir la construction d'un observatoire citoyen et territorial. Et c'est là, je veux pas dévoiler des choses parce que ça sera aussi le contenu de l'atelier qu'on aura demain. Mais on va déposer, et on va essayer de déposer un projet auprès de la DINUM pour obtenir le soutien de la création de cet observatoire, et un observatoire qui serait porté par la coordination nationale des conseils de développement, parce que la donnée est une chose, sa compréhension, la définition des besoins que l'on a sur les territoires. Je pense que plutôt que de demander aux gens de venir déposer de la donnée, il serait véritablement fondamental et important qu'on se mette à réfléchir sur la donnée dont on a besoin, et que ensemble on construise quelque chose. Quand je dis ensemble, c'est collectivités, citoyens, conseils de développement et autres, pour que on puisse trouver les informations qui nous sont nécessaires, et que surtout on porte un regard local, rural, urbain sur ces questions fondamentales. Et je pense que ça doit pouvoir nous permettre de construire ensemble un futur plus bénéfique que celui qu'on peut ressentir ou pressentir. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre question et je vous salue à nouveau. Et je me rends compte en vous écoutant que j'avais peut-être imparfaitement répondu à la même forme d'interrogation lorsqu'on s'est vu il y a quelques jours. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Le premier sur le baromètre de l'action publique, enfin, en fond, la construction d'un observatoire et d'un observatoire qui vienne non seulement capitaliser les données, mais aussi les rendre compréhensibles. Vous l'avez dit, donc je ne le redis pas, mais quand même, je pense qu'il faut veiller. Effectivement, vous disiez au démarrage, observatoire citoyen et territorial. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit dans l'observatoire, parce que sinon, ça peut donner le sentiment que chacun crée son propre observatoire et en fait son propre outil. Deux, nous sommes un pays qui n'aime pas l'évaluation. Je ne saurais dire pourquoi, parce qu'au fond, l'évaluation, c'est la capacité à se dire on avait lancé telle politique publique, ça a marché, les opérateurs économiques, associatifs, agricoles, touristiques ont bien ou pas bien répondu, c'est pas un jugement de valeur, ça a marché ou pas marché. Et donc on a du mal, parce que ça participe un peu de votre affaire, à mettre de la donnée en se disant mais si c'est pour juger qu'on avait dit qu'on ferait 100 et qu'on en a fait 90, alors que moi je pense que c'est un formidable outil, d'abord d'accompagnement du changement et d'encouragement, et pas forcément un processus de découragement. Et donc je pense qu'on a besoin de construire des outils comme ceux que vous développez, et là aussi je serai preneur de ce que vous proposerez, parce qu'on a besoin à la fois d'avoir des données pour construire un projet d'action publique, et on a besoin d'avoir un baromètre de même nature qui soit un baromètre des résultats publics, qui permettent non pas comme une espèce de jugement, parce que la vie de l'action publique et la vie tout court est faite d'objectifs qu'on se donne et d'objectifs qu'on atteint, qu'on dépasse ou qu'on n'atteint pas. Et il faut l'accepter comme tel. Mais ça permettrait aussi, dans ces moments de transition, parce qu'on est à la fois sur des sujets qui vont nécessiter des changements très concrets dans les modes de vie individuels de chacun d'entre nous et dans leur mode de vie quotidien, par ailleurs, pour essayer de résoudre un problème qui est un problème de nature mondiale. Et il y aurait, les plus populistes auraient tôt fait de dire oui, mais pourquoi nous on ferait des efforts quand les autres le font pas. Et donc il y a besoin aussi de pouvoir mesurer les effets de ce que nous faisons territorialement. Et donc ces observatoires de données territoriaux restera à se poser la question de l'échelle, parce que est-ce que ça, il me semble intuitivement pour répondre à votre question, est-ce que la meilleure échelle c'est échelle conseil de développement, échelle régionale, échelle départementale, échelle de plusieurs agglos? Là, je pense que ça mériterait en tout cas qu'on puisse y réfléchir, mais au moins qu'il y ait un lieu qui l'agrège et qu'après, en fonction des structures qui portent les projets, ici les agglos, là les intercommunalités ou les métropoles, on puisse produire de la donnée, la rendre visible et lisible pour les citoyens, pour dire voilà ce qu'on fait, voilà ce que ça donne, je pense que ça serait utile. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de réponse, même si elle est un peu lapidaire. Merci beaucoup. Je vous propose d'en rester là pour cette intervention. Messieurs les coprésidents. J'ai pas de micro. J'en profite outrageusement, Monsieur le Ministre, pour vous poser une ultime question. Allez-y. Une ultime question, c'est
Bon, il y a un petit concours Lépine qui va être lancé dans le cadre de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on pourrait mettre à l'agenda de vos réflexions l'idée totalement saugrenue d'arrêter finalement la faiblesse de la démocratie participative, qui est l'archipélisation de toutes les initiatives citoyennes, et de nous connecter? Le président de la République a lancé cette initiative tout à fait intéressante et novatrice de la Convention citoyenne pour le climat, mais qui était totalement déconnectée de l'expertise d'usage de ce que nous on appelle l'ingénierie citoyenne, que notamment produisent les conseils de développement. Donc si ces initiatives sont reconduites, ce que nous souhaitons, au fond, pourrions-nous envisager l'idée saugrenue de la connecter aussi à la réflexion en territoire? Parce que finalement, quelque part, on s'est dit, mais la Convention citoyenne pour le climat, elle a un petit côté jacobin, même si c'était des citoyens qu'on a pu rencontrer, saluer dans diverses instances, notamment à l'Assemblée nationale, qui avaient mouillé la chemise. Bref, est-ce que justement on pourrait créer ce fameux écosystème qui serait une réponse extrêmement intéressante au regard de la défiance ambiante, et qui ne serait pas une réponse de contestation, mais une réponse de co-construction, de délibération, de fabrique du projet de société? Monsieur le Président Valls, je vous reconnais bien là dans votre caractère taquin, et vous me reconnaîtrez aussi dans mon caractère taquin, si je peux me permettre, mais je ne considère pas que votre question... J'ai été très frappé, soit saugrenu au point que vous l'évoquez vous-même. J'ai été très frappé, moi, quand je suis arrivé au poste, non plus des relations avec le Parlement, mais des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, de voir à quel point l'écosystème était varié. En guise de clin d'œil, je vous dirais assez volontiers qu'il n'était pas besoin forcément qu'arrive une convention citoyenne ou qu'un gouvernement s'y intéresse pour que déjà les écosystèmes soient assez variés et parfois aient besoin de se coordonner entre eux. Il me semble, et donc je partage totalement le point de vue, mais ce n'est pas qu'une affaire de... désormais que l'État au niveau national s'est impliqué un peu plus dans ces affaires-là, je trouve que globalement, on aurait grandement à gagner à ce que les initiatives au sein des territoires et entre les territoires, les initiatives qui sont portées parfois par les universitaires, les initiatives portées ici par les conseils de développement, là par d'autres collectifs, puissent se coordonner, non pas d'ailleurs pour les mettre sous le boisseau, parce que je crois qu'on partage le sentiment qu'il faut que 1000 initiatives naissent, mais comment on puisse capitaliser, on puisse valoriser, qu'on puisse, vous n'allez pas aimer l'expression, mais pas parler d'une seule voix, mais donner le sentiment collectivement qu'on a vu l'intérêt collectif d'engager des process de participation citoyenne. Mais ça n'est pas nouveau. Cette question-là, quand vous regardez votre écosystème que vous connaissez beaucoup mieux que moi, il est déjà très varié et parfois n'a pas tout à fait les mêmes approches. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où se font des process de participation citoyenne, chacun, à juste titre d'ailleurs, considérant qu'il est le plus territorial, le plus proche des gens, le plus en phase avec la société. Et donc, je partage tout à fait votre point de vue, et l'État doit faire sa part, c'est pas pour me dédouaner, quoi que ce soit, d'ailleurs vous me connaissez, c'est pas trop mon genre, mais l'État doit faire sa part et nous devons collectivement faire notre œuvre, parce que on en parle beaucoup en ce moment, et vous êtes là dans des rencontres où évidemment vous êtes plutôt des acteurs, des praticiens, des gens qui sont convaincus, comme quand on est dans tout autre congrès où il y a des gens qui sont des convaincus et parfois qui relèvent encore du caractère de pionnier, si vous me permettez cette expression, parce que 20 ans c'est jeune encore, si je peux me permettre. Il y a besoin en plus, et c'est pour ça qu'il y aurait un intérêt à le faire et à le coordonner, c'est d'ailleurs une des missions que j'essaie de me donner, il y a besoin en premier état de convaincre un certain nombre de gens de l'intérêt des processus de participation citoyenne. Je ne suis pas sûr que ça soit diffusé autant que ça à tous les étages nationaux ou locaux. Et donc on a besoin, et c'est pour ça qu'il y a besoin de se rassembler là-dessus, et je rappelle au passage qu'il y a une mission qui est en cours pour justement identifier l'ensemble des acteurs de la participation citoyenne et faire des propositions au gouvernement sur la manière de la coordonner. C'est moi qui piloterai les attendus de cette mission au final, si je peux dire, avec le Premier ministre, pour effectivement répondre à votre sollicitation. Pardon d'être un peu long, mais je trouve que vous avez tout à fait raison. On a besoin de coordonner, d'abord parce que c'est intéressant de capitaliser, et ensuite parce qu'il reste du monde à convaincre, des citoyens, des élus locaux, des élus nationaux, des écosystèmes divers et variés, de l'intérêt. Je disais ça l'autre jour, je crois, à Cognac toujours. Je pense que il y a encore des gens qui vous disent c'est du temps de perdu. À quoi ça sert au fond tout ça? Et moi, je pense que c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner à toutes les étapes. Et donc, c'est ça sur lequel il faut travailler, parce que c'est l'intérêt collectif qui est en jeu dans ces process de participation citoyenne. Voilà ce que je peux vous répondre, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé votre présence et ce temps d'échange pour ces 13e rencontres des conseils de développement. Merci à vous. On va vous laisser poursuivre vos activités. Merci, bonne journée et bonne journée. Voilà, alors je vous propose ici de terminer cette matinée ensemble. Mais, messieurs les coprésidents, on se retrouve juste après.